La construction de la tour d'astronomie de la Sorbonne en fait fait partie de grands travaux qui ont été faits de reconstruction sur la Sorbonne à la fin du 19e siècle et qui étaient destinés à redorer un peu le blason sur le plan académique de la Sorbonne. Et justement en fait dans cette démarche les gens se sont dit ça serait bien que les élèves puissent faire des travaux pratiques d'astronomie, donc pouvoir apprendre à utiliser les instruments qu'on utilise en astronomie. Donc cette tour a été édifiée à ce moment-là, ainsi donc ici on a une coupole qui est mobile, assez grande, et on a une deuxième coupole en fait un petit peu plus bas, qui en fait est plus une tour méridienne que vraiment une coupole mobile, c'est-à-dire que c'est une coupole qui n'est pas capable de tourner, mais dans laquelle on installe, donc qui est orientée sud, et dans laquelle on va installer une lunette qui est capable de monter et de descendre. Et ça c'est destiné à d'autres types d'observations astronomiques, des observations qui étaient peut-être plus à la mode à l'époque où il s'agissait de cartographier le ciel, et on attendait qu'une étoile passe devant l'axe sud pour noter sa position et l'heure où elle est passée. Donc là actuellement, je vois pas la tour Eiffel, alors je la vois d'ici, mais si je me mets dans l'axe de la lunette, je ne vois pas la tour Eiffel. Et donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille bouger la coupole pour aligner la fenêtre avec la lunette. Donc pour ça, je vais descendre, je vais bloquer bien sûr la lunette pour pas qu'elle bouge pendant que je ne suis pas là. Et je vais aller tourner la coupole suffisamment. Alors habituellement, si j'ai des amis qui viennent et ils m'aident à cette étape et je peux les guider à peu de distance. Là, je vais tourner, je vais faire confiance à mon instinct. Hop. Et là, c'est parfait, je suis parfaitement centré, je suis même moi-même surpris. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller chercher avec le chercheur. Je débloque la lunette avant. Hop. Je vais chercher avec le chercheur. Par exemple, le premier étage de la tour Eiffel, qui est juste ici. Donc là, je bloque ici. Je bloque ici, en principe, c'est moins compliqué. Et je vais aussi ajuster le chercheur à ma vue pour être sûr de ce que je suis en train de regarder. À ce moment-là, je sais exactement ce que je suis en train de voir. On va admettre que j'ai fait mes réglages fins. Et je suis prêt à regarder à travers la vraie lunette. Et donc il me faut pour ça un oculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lunettes n'ont pas un grossissement à proprement parler si le circuit optique n'est pas complété par un oculaire. Donc un oculaire, c'est une pièce comme ça, qui est composée en fait principalement d'une lentille. Généralement, on peut adjoindre plusieurs lentilles entre elles pour corriger des défauts optiques, mais de base, conceptuellement, c'est une lentille, une deuxième lentille. Donc, quand je viens compléter le circuit optique en mettant l'oculaire à l'arrière de la lunette, j'ai un grossissement déterminé. Et ce grossissement, je l'obtiens en divisant la focale de la longueur du télescope ici, donc de la lunette, pardon, donc ici de 2300, par la focale de l'oculaire qui ici est de 40 mm. Donc là c'est probablement le plus petit qu'on a d'objectif, donc celui avec la focale la plus petite, et donc celui qui zoome le plus. Donc on est sur du 6 mm là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une focale donc de plus en plus petite, donc un zoom, enfin je dis zoom, un grossissement plus important, en fait on perd de la lumière à chaque fois qu'on zoome. Donc avec cet oculaire là, en fait, on voit une image qui est beaucoup moins contrastée, avec beaucoup moins de luminosité. Donc en fait, au bout d'un moment, on y perd à avoir un grossissement trop important. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Donc ce qu'on fait ici dans la tour d'astronomie de la Sorbonne, à part des observations dans la coupole, c'est qu'on fabrique des pièces d'optique de nos télescopes. J'ai bien dit télescope, donc on fabrique des miroirs, et en particulier on fabrique les miroirs primaires, c'est-à-dire les miroirs de forme parabolique. Donc, comme on fabrique ces miroirs à la main, je vais vous montrer comment on fait. Le principe, c'est toujours de partir d'un disque de verre. Alors je parle de verre
En réalité, ça va être du borosilicate, donc du Pyrex. Hein. C'est des matériaux qui tiennent bien, on va dire, les étapes de fabrication et par la suite qui se déforment peu avec la chaleur. Donc on va partir d'un disque vierge. Alors là, il est un petit peu rayé, mais c'est l'objet qui est comme ça. On va venir d'abord essayer d'approximer, parce que quand on fabrique un miroir, on sait d'avance quelle va être la focale que l'on vise. On ne va pas forcément obtenir exactement cette focale parce que c'est difficile, mais on sait à peu près quelle focale on vise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, quelle est la sphère qui approxime le plus ma parabole? Je ne vais pas le représenter en dessin, mais quelle est la sphère qui approxime le plus ma parabole? C'est un calcul qui est assez facile à faire en mathématiques, et donc on peut se retrouver avec un certain rayon, parce que un certain rayon qui dit, une fois que tu auras cette sphère, tu auras juste à faire un tout petit changement pour que ça devienne une parabole. Donc on va essayer de d'abord fabriquer cette surface. Pourquoi? Parce qu'une sphère, ça se fabrique naturellement avec le procédé qu'on a. On va automatiquement obtenir une sphère, et on va la creuser de plus en plus, et donc on va s'arrêter à peu près au moment où on aura la sphère qui a le bon rayon. Et ensuite, il faudra corriger pour fabriquer une parabole. Donc on va partir d'un disque blanc, comme ça, et on va venir... Alors je crois que j'ai un autre, voilà, j'en ai un autre ici. Et on va alors soit utiliser un autre disque de verre, soit carrément fabriquer un outil. Alors là je vais sortir un outil qui fait pas la même taille, donc qui n'est pas adapté à ce disque là en particulier. Mais dans l'idée ça peut ressembler à ça. Donc normalement ça fait la même taille, et donc celui-ci c'est à base d'une espèce de plâtre. Alors je sais pas très bien ce qu'il y a en dessous, mais par-dessus donc des carreaux de céramique. Donc c'est quelque chose qui est assez agressif hein, sur la matière. Ce qui va venir travailler le matériau, ça va être un abrasif qu'on va mettre au-dessus. On va mettre de l'eau, on va mettre un abrasif, donc du carborundum, donc un abrasif à base de carbure, de plus en plus fin, pour venir à la fois creuser mon disque, pour lui donner une forme concave, ce qui va donner d'abord un état de surface vraiment très, très moche, hein, puisque on va utiliser des grains très, très gros pour creuser. Et ensuite, à la fois, on va commencer à converger vers le bon rayon, et à ce moment-là, on va diminuer le grain progressivement pour arriver à une surface donc, où on a le bon rayon, et en même temps, une surface de plus en plus... un état de surface qui devient meilleur. Donc, on peut soit utiliser un outil comme ça pour le faire, soit un autre disque de verre. Il y en a qui le font aussi comme ça. C'est pour ça que celui-ci, par exemple, est un peu bombé. Parce que quand on creuse le verre, donc ce qui va devenir le miroir, l'autre organe, donc que ce soit un autre disque de verre qu'on utilise pour ça, ou vraiment un outil avec des carreaux de céramique, lui, au contraire, va se bomber. Ça correspond à quelque chose, les trois cercles? Les trois cercles qui sont en dessous, c'est les points de colle pour juste la maquette là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais prendre un exemple. On va commencer, et mon disque de verre va beaucoup se bomber, mais il va avoir un état de surface qui est horrible. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on utilise un grain, c'est comme si on passait du papier de verre. C'est un peu vraiment le même principe. Pour obtenir cette surface-là, on va appliquer un mouvement. Donc on met de l'abrasif et de l'eau sur notre outil, et on va venir le poser comme ça, et on va venir faire des mouvements de va-et-vient comme ça, okay, assez réguliers. On va tourner l'outil et on va tourner nous-mêmes autour du poste, et on va recommencer, et on va recommencer. Pourquoi est-ce qu'on tourne l'outil et on tourne nous-mêmes autour du poste? C'est pour être sûr qu'on travaille de la même manière dans toutes les directions possibles et imaginables, et que si jamais il y avait un défaut sur ma pièce ou sur l'outil, ce défaut ne s'accentuerait pas par le résultat d'un mouvement qui serait trop régulier dans une direction. Dans quel cas, dans une direction, on aurait un défaut qui s'amplifierait. C'est le problème des machines, ça, souvent. Les machines peuvent générer ce genre d'erreur, et c'est le genre de situation où c'est pas mal d'être un humain, parce que les humains font des erreurs, et là, on souhaite avoir des erreurs qui se compensent les unes les autres sur la durée. Mais donc on fait tourner ça, on tourne nous-mêmes autour du poste, etc. Et tout ça pour avoir un mouvement qui est assez aléatoire, mais sur la durée qui est très uniforme dans toutes les directions. Donc cet outil qui est au-dessus se bombe, et le miroir qui est en dessous se creuse. Et en faisant ce mouvement-là, un très spécial, comme ça, et on arrive à peu près à un tiers du miroir, là, comme ça, et on fait ce mouvement à répétition,
on obtient naturellement une sphère. Ça se creuse comme ça. Donc une séance typique, ça va consister, donc je vais avoir ici mon outil. Donc je vais avoir du papier journal en dessous pour protéger un petit peu l'espace de travail. Je vais avoir mon outil typiquement en dessous. Une petite bassine ici avec de l'eau. Je vais avoir ma petite éponge, je vais mettre un petit peu d'eau. Et ensuite, selon le grain où j'en suis, donc je vais commencer au 80 ou au 120 qui sont des grains de carborundum assez grossiers. Donc je dois en avoir, il doit y en avoir... il y en a quelque part. Je vais mettre un petit peu saupoudré comme ça. Savoir doser, ça fait partie du savoir-faire qu'on acquiert au fur et à mesure. C'est au bruit que ça fait quand on travaille la matière. On sait s'il faut plus d'eau, plus de grains, etc. Donc je vais mettre mon miroir par-dessus, avec la face optique bien sûr vers le bas contre l'outil. Je vais faire mes petits mouvements. Je vais en faire facilement... Moi j'en faisais à peu près 10, un truc comme ça. Ensuite je m'arrêtais, je tournais autour du poste et c'était reparti. Quand on est sur du très gros grain, c'est assourdissant. Le bruit que ça fait est assourdissant. Pour vous dire, la première fois que je suis arrivé ici, je connaissais pas. Hein, je savais que je voulais fabriquer un miroir, mais je ne connaissais pas. Et je pensais que les gens étaient en train d'utiliser des appareils du style ponceuse, etc. Tellement le bruit était assourdissant, alors qu'en fait c'était vraiment juste des gens qui frottaient du verre avec des abrasifs entre eux, quoi. Voilà, donc une fois que j'ai creusé, etc., il y a deux choses que je vais pouvoir me demander. La premièrement, c'est quel est mon état de surface, c'est-à-dire est-ce que, alors avec le premier grain c'est pas trop un problème, mais c'est plus avec les suivants, est-ce que, par exemple si je travaille au 120, est-ce que toute la surface est uniforme, ou est-ce que, typiquement sur les bords, est-ce que sur les bords c'est encore trop grossier comme état de surface parce que j'ai pas encore suffisamment travaillé mon grain 120 là, et donc j'ai encore un état de surface qui correspond à du 80 par exemple. Donc il y a cette première question là, et la deuxième question c'est est-ce que j'ai suffisamment creusé, où est-ce que j'en suis dans mon creusage. Donc pour répondre à la deuxième question, donc celle du creusage, je vais utiliser un sphéromètre. Un sphéromètre, c'est un appareil qui a trois pattes comme ça, qui va se poser sur une sphère, donc sur une calotte sphérique en l'occurrence, et on va venir utiliser donc ce qu'on appelle un vernier ici pour déterminer au dixième, peut-être même au centième de millimètre près, une certaine distance ici. On a un petit calcul à faire, mais en gros j'attends que ça touche le fond. Ensuite je lis la graduation dessus, et en faisant un petit calcul, je suis capable de savoir quel est le rayon de courbure de mon miroir. Donc ça répond à cette question-là. Je peux surveiller où j'en suis. Évidemment, quand j'en suis au grain très grossier, ça va très très vite, hein, pour le creusage. Le problème, c'est que le premier grain creuse très très vite, mais le suivant aussi, un peu moins vite, mais toujours très vite. Donc c'est une question de savoir à quel moment on dit, bon, je passe au grain suivant, j'ai pas fini, mais je passe au grain suivant parce qu'il faut que je tienne compte que au grain suivant, je vais pas seulement améliorer l'état de surface, mais je vais aussi continuer à creuser. Donc il faut un petit peu savoir doser ça. Pour déterminer l'état de surface, ici on a donc une boîte, alors je crois qu'on appelle ça une boîte à lumière. Là j'allume, j'ai de la lumière qui va passer à travers mon miroir, puisque mon miroir est transparent encore à ce moment-là. Et je vais donc le placer ici, et à la binoculaire, je suis capable de voir les défauts, mais en 3D en plus, puisqu'il y a deux... de sortie de lumière, donc je suis capable de voir en 3D les aspérités dans la matière et je suis capable d'évaluer voilà, au milieu, mais ensuite je déplace le miroir et sur les bords, est-ce que ma surface est uniformément travaillée, est-ce que j'ai le même état de surface partout. Si c'est le cas, je sais que je suis capable, je suis en mesure de passer au grain suivant. La question est est-ce que j'ai creusé autant que je voulais creuser avec ce grain. Donc quand on a répondu à ces deux questions, on peut décider de passer ou non au grain suivant. Donc quand on a terminé cette phase d'ébauche, on change de pièce pour éviter la pollution de grains. Le risque étant de polluer la station de quelqu'un d'autre. Et donc de lui faire recommencer son travail à une étape précédente, puisque un grain trop épais pour lui, hein, si je travaille sur un grain qui est plus grossier que le sien et que je pollue sa station de travail, il sera peut-être obligé de recommencer le travail au même grain que moi. Donc pour éviter ça,
quand on arrive ici, quand on vient de la pièce de là-bas, on n'a pas le droit d'aller dans la pièce d'ici, à moins de vraiment s'être bien lavé, etc. Et donc ici, on va passer sur un autre type de travail. On va passer sur d'abord du polissage. Donc on va entièrement changer d'outil, comme on a vu. On change de grain. Et donc au début, ça peut être vraiment difficile. Parce que alors, la poix, surtout quand elle vient, quand on vient de fabriquer son nouvel outil en poix, etc., la poix elle est encore vachement élastique, etc. En fait, on peut se retrouver avec une espèce d'effet un peu ventouse. Et donc, c'est très très difficile de faire avancer son outil, mais on est donc tenté forcément d'aller appuyer très fort dessus, mais on n'a pas envie de le faire voler, donc il faut aussi le retenir si jamais on appuie trop fort et que donc il perd l'adhérence. Donc on a toujours ce risque là. Mais donc voilà, on passe sur de la cérite. Donc la cérite, on en a par ici. Donc la cérite, ça se présente sous la forme d'une poudre blanche. Enfin, quand on la regarde, ça ressemble vraiment à une espèce de craie. Donc c'est un agent qui est beaucoup plus doux que le carbo qui lui vraiment arracher la matière. Donc ce qu'on fait généralement quand on est en train de travailler sur ça, c'est qu'on va venir prendre notre cérite, donc sous forme de grain, on a notre outil avec la poix cette fois dessus, et on va saupoudrer un petit peu, et là vraiment on y va, on prend un pinceau et on va venir genre peindre la cérite dessus pour vraiment uniformiser l'agent de polissage sur l'outil. Quand on a terminé le polissage, donc lui le polissage c'est toujours avec ce même mouvement comme pour le creusage, sauf que ça ne creuse pas du tout, juste ça fait l'état de surface. Quand on a terminé le polissage, donc on passe à la parabolisation, et donc ici c'est toujours avec la cérite, c'est juste en faisant un mouvement qui est très différent et qui va le creuser différemment.